Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité, ce lundi, les énergies renouvelables. On évoque ce soir la gestion qui est faite de la politique commune mise en place dans l'espace Yomois depuis 2 ans. Une séance de renforcement de capacité des principaux acteurs de ce programme a lieu en ce moment à Lomé. Les précisions en début de journal. À suivre aussi cette enquête Urban Health sur l'équité en santé en milieu urbain. Les résultats révèlent de grandes disparités dans le traitement des pathologies selon la zone où le patient se trouve. Il est mieux ou moins prise en charge. Résultat soumis à l'étude depuis ce matin. Enfin, les législatives en Haïti, le vote a été émaillé d'incidents. Au moins 300 000 électeurs n'ont pas pu voter. Le retard de 4 heures constaté à l'ouverture des bureaux de vote pourrait bien expliquer cette situation. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir et excellent début de semaine. L'actualité, on évoque d'abord les énergies renouvelables dans l'espace Yomois. Une politique commune, vous le savez, est mise en œuvre dans les États membres. Le Togo fait office de bon élève 2 ans après le début d'exécution de ce programme. Et pour aller encore plus loin dans sa réalisation, eh bien, une séance de renforcement de capacité a lieu depuis ce matin à Lomé. Voici les précisions de Adolphe Paca. Voici un château d'eau alimenté depuis quelques mois en énergie solaire au village de Djimini dans la préfecture de Hao. À côté, une pompe et des lampadaires alimentés par la même source. Je viens de les toucher avant de venir ici, depuis 2014, que nous avons eu ces installations de la part de l'UMOA et de Saber. Les peines qu'on faisait pour aller chercher de l'eau dans les rivières, tout ça là c'est réduit pour les femmes en général et nous les hommes aussi. Donc cela nous fait gagner du temps pour les travaux champêtres. Tout ceci grâce à l'initiative régionale pour l'énergie durable dans sa composante énergie renouvelable de la commission de l'UEMOA lancée en février 2013. Parmi tous les pays de l'espace, le Sénégal, le Bénin et le Togo ont pris de l'avance. Au Togo, 19 systèmes d'adduction d'eau potable, 1680 kits d'éclairage et 220 lampadaires photovoltaïques ont été installés dans près de 30 localités. Pour assurer l'entretien et la gestion durable de ces équipements, la Saber, en tant que maître d'ouvrage, procède d'ores et déjà à la mise en place d'un mécanisme de gestion et de suivi. Les installations sont finies et nous reviendrons sur comment pérenniser ces équipements, d'où l'objet de cet atelier-là. Comment faire pour assurer un entretien, pour assurer une maintenance et comment faire pour qu'on soit sûr qu'on peut développer ce qui est déjà fait. Avec cet appui de l'UEMOA, le Togo compte dans sa politique de développement faire des énergies renouvelables une priorité, un vecteur de développement. Dans le mix énergétique, notre objectif c'est d'ici 2020, c'est de faire des énergies renouvelables une priorité pour que le taux puisse aller jusqu'à 10% des sources d'énergie que nous exploitons actuellement. Ces installations dans les 3 pays, le Sénégal, le Bénin et le Togo, impactent déjà la vie de 6 millions d'habitants en milieu rural comme urbain, avec un accès à l'eau potable pour plus de 30 000 personnes et une réduction de 120 000 tonnes d'émissions du CO2. De nos jours, toute l'humanité est sous les effets pervers des énergies classiques qui doivent progressivement faire place aux sources propres, les énergies renouvelables. Voilà, des énergies renouvelables de plus en plus prisées, presque imposées aujourd'hui par les changements climatiques, on vient de l'entendre. Aucun pays n'échappe au phénomène. Des programmes nationaux d'adaptation sont d'ailleurs définis ici et là pour une meilleure synergie d'action dans nos régions. L'exemple ici à Kara, sur place, Nestor Boussou. À l'instar des autres pays, le Togo est confronté au défi des changements climatiques. Une situation marquée essentiellement par un déficit pluviométrique qui influe négativement sur le calendrier agricole, avec pour conséquence la baisse de la production. Devant cette situation, le gouvernement a initié le projet ADAPT, entendez, adaptation de la production agricole au changement climatique. Ce projet a identifié un certain nombre de mesures pratiques. Ce sont ces mesures qui sont au cœur de cette rencontre régionale de Kara. Ces mesures sont la pratique du reboisement, de l'agroforesterie, de la foresterie communautaire, de la pisciculture, de l'apiculture, de la micro-irrigation, entre autres.
étant entendu que l'agriculture togolaise est essentiellement pluviale, il y a les questions de changement climatique qui sont d'ordre mondial, qui affectent les différentes spéculations. Et c'est dans ce cadre que le ministère a engagé des négociations et a obtenu le financement du Fonds pour l'environnement mondial en collaboration avec le FIDA pour pouvoir mener un certain nombre d'activités relatives donc à l'adaptation de la production agricole au changement climatique. De façon concrète, il sera question de développer les bonnes pratiques d'adaptation au niveau des différentes spéculations, de contribuer à la meilleure gestion de la transhumance au Togo à travers la mise en place des infrastructures pastorales et également de contribuer au développement des productions maraîchères par l'utilisation des biofertilisants. Le projet d'adaptation de la production agricole au changement climatique a été élaboré en tenant compte du PANA, Plan d'action national d'adaptation au changement climatique. Il est la 4e composante du projet d'appui au développement agricole au Togo, PADAT, qui constitue le premier jalon dans l'opérationnalisation du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Que nous avons jugé utile. Et dans cette lutte contre les changements climatiques, eh bien, la jeunesse s'engage notamment dans la perspective de la conférence de Paris, le cas ici de la jeunesse francophone pour l'eau. Le mouvement initie depuis ce matin une rencontre nationale pour justement accompagner le processus. Le compte rendu, Antoinette Romain-Vavor. La conférence de Paris sur les changements climatiques qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris est à la fois la 21e conférence des parties COP21 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la 11e réunion relative au protocole de Kyoto. En prélude à ce sommet, une rencontre nationale s'est tenue pour discuter des enjeux. Une initiative de la jeunesse francophone pour l'eau. Et nous sommes dans les processus préparatoires de la COP21, mais avant de la COP 11. Donc cet atelier qui fait partie d'un projet initié par le ministère des Affaires étrangères français et l'OFQJ et le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, s'inscrit en fait dans l'idée de donner aux jeunes l'opportunité de faire des propositions qui seront adressées aux décideurs, aux différentes parties prenantes lors de la COP21 à Paris. La France, le pays organisateur, s'est d'ores et déjà mobilisé pour être un modèle dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il y a l'action propre à Paris, en France, d'organisation avec je dirais, un secrétariat général et un comité donc, pour organiser au Bourget donc la venue de la COP 21 avec donc l'accueil des officiels. 40 000 personnes seront attendues, plusieurs milliers de journalistes, la société civile et aussi un espace qui est prévu pour que n'importe quel citoyen puisse, que le Togo, comme les autres pays, donc rédige sa contribution, c'est-à-dire fasse ses propositions et soit capable de faire porter sa voix au niveau dans l'enceinte internationale. Le Togo s'est également engagé dans le processus pour venir à bout de cette lutte. La COP21 doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays dans l'objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. Et dans la foulée, cette question importante, quel comportement devrions-nous adopter pour éviter moins de préjudices aux générations futures? Question importante donc au regard de la gestion aujourd'hui et qui est faite des ressources naturelles, des explications et des support. Face à la dégradation sans cesse croissante de la couche d'ozone, provoquant ainsi le réchauffement climatique, les ressources naturelles deviennent elles aussi rares et de grands enjeux s'imposent à cet effet. Alors que la population mondiale semble atteindre le seuil des 9 milliards d'ici à 2040 et que le monde de consommateurs de la classe moyenne va augmenter de 3 milliards au cours des 20 prochaines années, la demande en ressources naturelles augmentera aussi de manière exponentielle. Ces estimations des Nations Unies ont poussé les dirigeants de la planète à s'engager dans une nouvelle dynamique, celle d'aller vers une politique de développement durable.
La notion de développement durable demande tout simplement de s'assurer que nous puissions utiliser rationnellement les ressources naturelles actuelles et permet à ce que la génération future, elle également, puisse pouvoir se nourrir convenablement. Et cela implique donc une utilisation rationnelle intelligente dans les ressources, cela implique une participation de tous les citoyens, cela implique aussi une notion de justice sociale, s'assurer qu'il y ait une solidarité dans le temps, entre aujourd'hui et demain, mais aussi dans l'espace. Il faut que l'enfant népalais aujourd'hui et l'enfant du Togo puissent avoir les mêmes chances de développement. Donc voilà un peu ce que la notion de développement durable implique. 3 piliers principaux sous-tendent le concept de développement durable. Il s'agit de l'aspect socio-économique et écologique. Des aspects à prendre en compte par les collectivités, les entreprises et les individus dans leur comportement quotidien. La notion de développement durable appelle tout simplement à de la morale. Donc c'est juste un devoir personnel pour protéger mes enfants demain. Mais je ne suis pas obligé. Qu'est-ce qui m'empêche de manger comme je veux? Qu'est-ce qui m'empêche de couper les arbres? Rien. Donc, au lieu de faire appel à la morale, à la conscience personnelle, il faut peut-être mettre le prix, il faut tout marchandiser, il faut tout commodifier. Et c'est ça, progressivement, qui a permis à ce que des gens aient pu développer une nouvelle notion qu'on est en train de nous faire vendre depuis un certain temps, la nouvelle notion de l'économie verte. C'est une économie dans laquelle on tient compte des limites de la nature, mais aussi que les activités de l'homme aient moins d'impact possible sur l'environnement. D'ici à 2030, le monde aura besoin d'au moins 50% de plus de nourriture, 45% de plus d'énergie et 30% de plus d'eau, d'après les estimations des Nations Unies, alors que l'environnement change et crée de nouvelles limites pour les ressources naturelles. C'est pourquoi les populations du monde sont appelées à ne pas manger les graines qui serviront de semences demain. À signaler également dans l'actualité ce soir, cette séance de formation sont concernés artistes et journalistes, membres des instances dirigeantes de la MUAGE, la mutuelle des artistes et journalistes du Togo. C'est DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, qui est derrière l'initiative. Les précisions de Edem Sosoko. L'instance dirigeante de la MUAGE, mutuelle des artistes et journalistes du Togo, s'approprie le concept de la mutualité. La délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI accompagne ces journalistes et artistes dans l'opérationnalisation de leur mutuelle et de sa bonne gestion. C'est une manière de les outiller, les permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités. Et nous comptons, après cette formation, passer à une autre étape qui consistera à passer à une sensibilisation, cette fois-ci des acteurs, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre le bien fondé de toute cette politique et d'y adhérer. Cette formation prépare les acteurs à l'adoption très prochaine d'un plan d'action de leur mutuelle, laquelle mutuelle va permettre aux adhérents d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il s'agit de mutualiser les efforts pour pouvoir répondre à un nombre de préoccupations qu'on ressent, à des besoins qu'on ressent. Par exemple, on peut considérer un certain nombre d'aspects liés par exemple aux moyens de travail. Parce que les gens qui sont dans un secteur donné peuvent éprouver des difficultés à accéder aux moyens de travail, au financement, à avoir les moyens qu'il faut pour améliorer leurs revenus. Ils peuvent éprouver des difficultés à accéder à la protection sociale, notamment à l'assurance maladie. Et ces personnes, que ce soit dans un cadre professionnel, ils peuvent se dire, c'est par exemple l'exemple des journalistes, ils peuvent se dire, nous allons nous mettre ensemble, conjuguer nos efforts, mutualiser nos moyens pour permettre à tous et à chacun d'accéder aux moyens de travail, aux moyens de production, pour accéder à la protection sociale, notamment par exemple à l'assurance maladie. La DOSI veut donc faire en sorte que le secteur informel puisse se développer à travers des mutualités. Une idée innovante si l'on sait que l'informel occupe plus de 80% de la population active et contribue à hauteur de 40% au PIB. On en vient maintenant à cette enquête. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Enquête sur la santé en milieu urbain. Elle révèle des inégalités dans la prise en charge des pathologies dans le système sanitaire togolais. Selon qu'on soit d'une zone A ou d'une zone B, eh bien, le traitement est différent. En croire les résultats de cette enquête menée par Urban Health. Les résultats sont d'ailleurs à l'étude depuis ce matin, justement sur ces nombreuses disparités constatées. Les précisions, Victorine Aïssa, Charlotte Moussima.
La vie en milieu urbain offre de nombreuses opportunités, mais leur répartition peut être inégale. Des catégories de citadins sont sujettes à un état de santé précaire. Comment combattre cette inégalité dans le système sanitaire en milieu urbain? L'Organisation mondiale de la santé a mis en place un outil d'évaluation et d'intervention pour l'équité en santé en milieu urbain, Urban Heart. Et c'est le district numéro 3 de la commune de Lomé qui a expérimenté cet outil. Nous avons senti que dans la zone de baie, il y a des ménages qui ne disposent pas de latrines. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons retrouvé également que les femmes dans leur ménage ne font pas la vaccination complète. Donc les enfants de 0 à 11 mois doivent avoir leur vaccination complète. Mais au cours de l'enquête, nous avons constaté que ce n'est pas tout le monde qui a accès à la vaccination. L'outil s'inscrit dans la politique nationale de santé et est en adéquation avec le plan national de développement sanitaire. Il consiste à évaluer la situation sanitaire d'une zone donnée, à analyser les données, puis à faire des projections. Si nous arrivons à projeter tous ces résultats aux bénéficiaires, ces bénéficiaires doivent s'approprier ces résultats et ces résultats doivent être transformés en un plan de développement local. Ce plan ainsi élaboré avec les acteurs va devenir un outil de plaidoyer pour mobiliser des ressources au niveau local. Le taux de mortalité infantile, de diabète, de chômage, le taux d'accès aux ouvrages d'assainissement, d'eau potable sont entre autres des indicateurs qui participent à la réalisation de l'enquête. Finalité, impacter le système sanitaire togolais. Il n'y aura pas de discrimination envers les indigents et les pauvres ou bien les riches. Et tout le monde doit avoir accès à ceci. Et ça va faire la fierté du Togo. Et les pauvres seront aussi à l'aise pour accéder aux soins. Et ça va améliorer au fur et à mesure l'environnement sanitaire. Le Togo fait partie des 10 pays au monde à avoir introduit cette approche qui réduit sensiblement les inégalités dans les communautés. Si les résultats se révèlent concluants au sortir de cette rencontre, l'approche Urban Heart s'étendra à d'autres districts du pays. Il est 20h et presque 18 minutes à l'étranger maintenant. Les législatives en Haïti d'abord. 5 800 000 Haïtiens ont été appelés aux urnes ce week-end pour le premier tour des élections législatives. Des élections organisées avec 4 heures de retard. Le scrutin a été d'ailleurs émaillé d'incidents. 300 000 personnes électeurs n'ont pas pu voter. Regardez cette scène. 1800 candidats, des dizaines de partis en lice. La confusion règne pour les premières élections législatives en Haïti depuis 4 ans. Dimanche, peu d'Haïtiens se sont rendus aux urnes. Le président du pays, Michel Martelly, a voté de son côté à la mi-journée, optimiste sur la tenue du scrutin. De manière générale, tout se passe bien. Certains bureaux connaissent des difficultés, mais nous avons déjà connu ce genre de scénario dans des élections précédentes. 3 bureaux de vote auraient été saccagés dans la capitale Port-au-Prince. Selon la police nationale, 26 centres en tout dans le pays ont fermé leurs portes à cause des violences. Devant les urnes jetées au sol et les bulletins déchirés, certains citoyens ne peuvent contenir leur colère. Les gens ont envie de voter, mais pendant ce temps, les bulletins sont à terre, les bureaux sont détruits. Les pilleurs vont contre la volonté populaire. Ils bafouent encore une fois la démocratie. Corruption, clientélisme, le pays est enlisé dans une profonde crise politique depuis plusieurs années. Et pour le directeur du journal Haïti Monde, interrogé sur France 24, cette campagne n'a pas permis de prendre en compte les préoccupations de la population. Les problèmes de chômage, de vie chère, de sécurité, de production, d'économie n'ont pas été abordés. 5 ans après le séisme qui a fait plus de 230 000 morts et jeté 1,5 million de personnes à la rue, Haïti est toujours le pays le plus pauvre du continent américain. Les 3/4 de sa population vivent avec moins de $2 par jour.
Et aux États-Unis, l'anniversaire du décès de Michael Brown tourne plutôt à l'affrontement avec la police à Ferguson. Et des coups de feu ont été échangés, faisant au moins un blessé grave parmi les manifestants. Michael Brown, eh bien, c'est ce jeune noir qui a été désarmé puis tué par un policier blanc. C'était l'année dernière. L'agent ne sera pas inculpé, ce qui a d'ailleurs rajouté à la tension déjà vive dans le pays. Pacifique en hommage à Michael Brown, entaché par des coups de feu. La panique s'empare alors des manifestants et des médias qui cherchent un endroit pour se mettre à l'abri. Plusieurs balles sont venues se loger dans ces voitures. Une cinquantaine de casseurs auraient également pillé un magasin de cosmétiques. Durant la soirée, les manifestants ont provoqué les policiers, parfois violemment. Nous ne tuons pas vos enfants. Pourquoi vous tuez les nôtres? Nous leur avons donné plus d'une quinzaine d'ordres de dispersion et nous avons été très patients. Mais au bout d'un moment, s'ils ne le font pas, nous allons devoir prendre des mesures. Des actes isolés car toute la journée, la marche s'est déroulée dans le calme. La famille de Michael Brown en tête, avec des t-shirts à son effigie. Quelques minutes avant, les manifestants se sont rassemblés sur les lieux où le jeune homme est mort. 4 minutes 30 de silence, symbole des 4h30 passées par Michael Brown, face contre terre, avant d'être transporté à la morgue. Les discours s'enchaînent ensuite. Les manifestants veulent se montrer unis face au racisme et à la violence policière. Ferguson, Brooklyn, Détroit, Chicago. Je vois Michael Brown dans le visage de mon fils tous les matins. Il doit exister une ville, une planète, un quartier, une rue, un village, un système solaire, un endroit sûr pour nos garçons et pour nos filles. La mort de Michael Brown avait provoqué une vague de colère à travers les États-Unis. Le jeune homme a été abattu de 6 balles à la tête et au buste à la sortie d'une épicerie où il est suspecté d'avoir volé une boîte de cigares. Le policier qui a tiré, Darren Wilson, n'a pas été inculpé. Depuis, les tensions raciales persistent et sont de nouveau dénoncées à chaque nouvelle affaire. Dernière en date, vendredi, un étudiant noir non armé de 19 ans a été abattu par un policier près de Dallas après avoir foncé avec sa voiture dans la vitrine d'un concessionnaire automobile. Sur un tout autre registre maintenant, où passez-vous vos vacances cette année? Au pays, à l'étranger? En tout cas pour le président François Hollande, nul ne le sait, il est parti ce matin loin de l'Elysée et pour une destination tenue secrète, même s'il a précisé qu'il restait en France. Tous les chefs d'État n'ont cependant pas la même philosophie. Pour certains, les vacances, c'est une période de communication politique. Pour d'autres, elles ont lieu au contraire loin des projecteurs dans leur pays ou à l'étranger. Regardez ce petit tour d'horizon. Leur album photo de l'été vient de s'ouvrir. De Barack Obama à Angela Merkel, David Cameron ou Vladimir Poutine, où les chefs d'État et de gouvernement passent-ils leurs vacances cette année? Pour François Hollande, les congés débutent ce lundi pour 9 jours, mais impossible de connaître la destination du président. Merci. Ah oui, en France, forcément en France. Bon, peu de vacances Peu de chance pourtant qu'il se rende au fort de Brégançon comme il y a 3 ans, photographié ici sur la plage, en polo, au milieu des vacanciers. Il était en vacances comme tout le monde. Ça nuit un peu à la figure de la présidentiabilité et à l'idée que vous investissez la fonction. Donc aujourd'hui, on serait plutôt dans la réserve et un certain secret autour des vacances présidentielles. François Hollande pourrait préférer la résidence de la Lanterne à Versailles, située à 30 minutes en voiture seulement de Paris. Des vacances discrètes, à l'inverse de Barack Obama. Avec sa femme et sa fille, le président américain a quitté la Maison-Blanche pour sa résidence cossue sur l'île de Martha's Vineyard. Pendant ce temps, Angela Merkel et son mari passent des vacances classiques, les mêmes depuis 8 ans, dans le Tyrol italien. Plus au sud, David Cameron pose avec sa femme au Portugal, un peu trop loin de Londres, au goût de certains. Certaines personnes se disent David Cameron est en vacances et moi je ne peux pas partir. Mais globalement, les gens comprennent que c'est la trêve parlementaire et c'est le bon moment pour que le Premier ministre prenne ses vacances. Vladimir Poutine, lui, n'a pas encore annoncé son lieu de villégiature. Mais une chose est certaine, ces vacances devraient être médiatisées. C'est le cas chaque été. Voilà, dans le reste de l'actualité, la politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté. La campagne de sensibilisation se poursuit dans la région, l'étape de Sokodé à suivre ce soir avec la marque Bojono.
Initiée par le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, cette campagne de vulgarisation de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté a pour but d'amener le citoyen à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active. La rencontre vise également à faire de la formation civique et de l'éducation à la citoyenneté un levier d'émergence d'une société nouvelle, épanouie et responsable. Nous mettons l'accent sur les valeurs contenues dans cette politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Les valeurs de respect de l'autre, les valeurs d'acceptation de l'autre, le respect de la cohésion nationale en vue d'inciter et de renforcer en eux la cohésion nationale, la solidarité. Nous insistons aussi sur le respect des institutions de la République et de l'autorité. Nous insistons également sur disons, l'amour de la patrie qui a quitté les Togolais depuis le déclenchement du processus démocratique il y a de cela un quart de siècle. Cette politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté a pour objectif de remédier à l'incivisme grandissant que vit le Togo depuis le déclenchement de son processus démocratique en 1990 et qui risque d'hypothéquer la paix, la stabilité et les efforts de redressement économique du pays. À l'école de la motivation maintenant, jeunes chefs d'entreprise viennent de boucler une semaine de formation sur le développement personnel. Le compte rendu, Emmanuel Adjaglo, Prudence Zissou. Faire de la motivation un réflexe chez les jeunes leaders, surtout les chefs d'entreprise et managers de société. C'est la principale vision de l'Université libre du XXIe siècle. Cette formation d'une semaine, initiée par ce centre, a permis à ces entrepreneurs d'acquérir des notions de motivation et de développement personnel. Nous avons besoin de tel type pour pouvoir renforcer et rehausser le niveau de vie du Togolais et de l'Africain en général. Moi, ça m'a beaucoup fait du bien. Le motivateur Roméo Chouaké a apporté ses connaissances sur le coaching à ses managers de société afin de les inciter à transformer leurs défis en profit, ce qui pourrait impacter positivement la vie de leurs entreprises. Nous pensons que réellement tous nos défis sont des profits déguisés et que nous devons être motivés pour ne pas baisser les bras devant les défis, mais plutôt aller au-devant des défis pour pouvoir trouver la croissance qui se cache derrière les défis. Nous avons travaillé également pour convertir nos contacts en contrats et nous avons démontré que si chacun d'entre nous pouvait apprendre à convertir ses contacts en contrats, sa vie changerait sur le plan économique. Nous avons conclu que si ceux qui font des efforts veulent aller de l'avant, ils ont besoin d'une dose de motivation, ils ont besoin de quelque chose qui les pousse vers l'avant, afin qu'ils ne soient pas influencés par l'environnement décourageant dans lequel nous sommes. La motivation doit aussi faire des émules dans le cercle familial. La prise en compte des notions véhiculées par l'Université libre du XXIe siècle permettra aux jeunes leaders, selon les promoteurs, à améliorer leurs performances dans divers domaines. Musique, tout en musique maintenant avec Overflow ICP en concert hier au Palais des Congrès de Lomé. Grande soirée, gospel, louange, adoration, puis dédicaces ont constitué le menu de la soirée avec en prime un premier album de 13 titres dédicacé Lucassi Rachel Aoukou. De John Ngifty, Rosaline, La Voix Ointe, Shalom Voice, en passant par Guy Rodrigue et Overflow, artistes guest stars de la soirée, ils ont tous émerveillé le Palais des Congrès de Lomé au rythme des belles mélodies gospel. Adoration, louange étaient les moments forts de ce rendez-vous spirituel et culturel.
quand on avait fait la publicité, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, quand je suis venue, c'était formidable, quoi. Il y a plus de commentaires à faire dans la mesure où nous avons senti, nous pouvons toucher du doigt la présence de Dieu dans la salle. Vous-même, vous avez été témoin. Je n'ai pas cessé de louer Dieu pendant toute cette soirée-là. Ce premier concert live du Chantre Overflow, c'est aussi un tremplin pour le lancement du premier album de 13 titres du duo. Pour tout le peuple togolais, c'est un message de foi, parce que nous savons qu'au travers de la foi, tout est possible. Voilà. Et voilà, et c'est sur ces belles voix de Dieu que se referme cette édition. On va quand même se quitter sur une dernière image. Sachez que le Togo fait figure de bon élève dans la gestion du programme sur les énergies renouvelables dans l'espace mois. Le programme exécuté depuis 2 ans déjà. Les acteurs renforcent davantage leur capacité à Lomé depuis ce matin. Votre soirée sur la télévision togolaise, la météo ce soir, Cléo Sabine Poko dans un instant, 21h, le magazine des sports, 22h30, nos dernières infos, ici de Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sotoubois sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.